Bonjour, bienvenue sur PhysioSkills, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup pour votre écoute. Aujourd'hui nous allons parler de l'ostéopathie, sa place dans le sport. Dans les années 80, l'utilisation de l'ostéopathie dans le sport en France était quelque chose d'assez marginal. Aujourd'hui, 30 ans après, du sportif récréatif au sportif de haut niveau, n'importe quel sportif a son ostéopathe. Il semblait donc important de redéfinir ce qu'était l'ostéopathie et de vous montrer comment l'ostéopathie pouvait nous aider en tant que sportifs à nous soigner et à améliorer nos performances. Pour cela, aujourd'hui, je reçois Alexandre Renoux, kiné et ostéopathe depuis 15 ans dans le sport de haut niveau. J'espère que cette interview répondra à la plupart de vos questions. Bonne écoute. Bonjour Alex, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Je voulais savoir si tu pouvais, pour commencer, te présenter. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors donc je m'appelle Alexandre Renoux, je suis masseur kinésithérapeute depuis 2003. Ensuite j'ai fait un DU de kiné du sport en 2005 également avec de thérapie manuelle. Par la suite j'ai fait une formation d'ostéopathe, donc diplômé en 2010 et DO en 2012. Par la suite, au niveau professionnel, je travaille donc en libéral en tant qu'ostéopathe sur Senon, à côté de Bordeaux. Et également, je l'exerce au sein du Football Club des Girondins de Bordeaux depuis 2006. D'accord. Et est-ce que tu as des projets actuels ou futurs Alors, particuliers? les projets actuels restent à peu près similaires à ce qu'ils étaient auparavant, c'est-à-dire continuer à essayer de développer une prise en charge encore plus fine au niveau du club, au niveau du FC Girondins de Bordeaux. Voilà, et poursuivre mon activité libérale d'ostéopathe où je soigne également des sportifs de divers horizons que parfois j'accompagne même dans leurs clubs respectifs par la suite. Et je crois que tu as aussi une formation de posturologie, tu fais pas mal de posturologie, je crois. Ouais, tout à fait. Je travaille également pas mal en posturologie. Ma toute première formation, effectivement, que j'ai faite une fois diplômé, c'était une formation de posturologie c'était Monéron, une méthode de thérapie manuelle. Et effectivement, j'ai fait ça en 2004. Ouais. Donc j'ai une formation de posturologue. Et du coup, tu utilises beaucoup ce... Ouais, je l'utilise beaucoup, notamment dans le sport et puis même dans la patientèle traditionnelle. Ça nous permet notamment d'évaluer correctement en fait comment fonctionne un sportif ou un patient et également de pouvoir corriger des portes d'entrée tout de suite et ensuite travailler au niveau postural, notamment en kiné via les chaînes musculaires, via les techniques d'étirement, de renforcement, de massage pour rééquilibrer globalement le corps. D'accord. Alors le sujet de ce podcast, c'est un peu la place de l'ostéo dans le sport. Et donc je voulais savoir si pour introduire ce propos, si tu pouvais nous définir un peu ce qu'était l'ostéopathie et peut-être nous faire un bref rappel historique un peu de l'ostéopathie. Bien sûr, alors l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle de soins holistiques donc, qui prennent le corps dans son ensemble, qui vise à réguler donc, l'homéostasie, ce qui est le bon fonctionnement du corps dans la globalité de fonctionnement. Également, c'est empreint d'une forte philosophie de vie. Voilà, c'est-à-dire que c'est un concept quand même assez global dans l'environnement qu'on peut avoir et tout ce qui nous entoure. Concernant les grands principes, l'artère est reine, donc pour qu'une région fonctionne bien, il faut que sa vascularisation soit la plus correcte possible. La structure gouverne la fonction, donc pour que la fonction d'un organe se fasse correctement, il faut que ses structures environnantes soient le plus libres possible. D'un point de vue articulaire, notamment, les mouvements mineurs gouvernent les mouvements majeurs, donc pour qu'un mouvement global, notamment de flexion, extension de genoux se fasse correctement, il faut que tous les mouvements de rotation, de glissement soient libres, donc on travaille notamment sur ça. Et comme je l'ai dit déjà auparavant, importante philosophie, c'est l'intégration de l'homme dans l'entièreté. Donc la nature, les autres personnes qui nous entourent, les forces terrestres, animales, tout ça. Donc c'est un peu plus ésotérique, mais c'est important également, puisqu'il y a un courant de l'ostéopathie notamment qui travaille par rapport à ça. D'un point de vue historique, le découvreur de l'ostéopathie, c'est un Américain, c'était Andrew Taylor Still, donc lui était dans ces courants des années 1870. Lui était pasteur méthodiste, médecin, chirurgien. Et en fait, il a 3 filles qui sont décédées en 6 mois à la suite de la guerre de la sécession de méningite. Et en fait, il a commencé à travailler différemment au niveau de la médecine. C'était la grande époque où on traitait à base de saignées et tout ça, donc c'était quand même très invasif comme technique. Et donc du coup, il a découvert l'ostéopathie, il a créé la
le premier dispensaire donc, dans le Missouri, à Kirksville. Et par la suite, il a créé la première école d'ostéopathie, l'American School of Osteopathy, en 1892, quelque chose comme ça. Donc il a continué à travailler sur ça, il a formé beaucoup de monde, il a commencé à être connu de par le pays, donc il y a beaucoup de gens qui sont venus le voir, notamment un journaliste qui s'appelait William Gardner Sutherland, qui lui s'est avéré être, donc qui a adhéré énormément à son principe, à ses méthodes de traitement. Il a suivi le cursus et c'est lui qui par la suite a notamment découvert le crânien. Il a travaillé pendant 40 ans sur le crânien. Alors il n'est pas le seul, il y a Charlotte Weaver également qui était connue pour ça, mais effectivement c'est lui qui a mis en place l'ostéopathie crânienne. Et également dans un deuxième temps, c'est lui qui a créé l'ostéopathie biodynamique, donc ça c'est beaucoup moins connu, donc c'est le travail avec justement l'ensemble des éléments et de la respiration primaire. Est-ce que tu peux, excuse-moi je te coupe, mais donc nous rappeler vite fait ce que c'est l'ostéopathie crânienne, et après nous redéfinir un peu, tu parles de mouvement primaire. Tout à fait. Alors, effectivement, on a différents courants en ostéopathie. L'ostéopathie crânienne, c'est plus exactement la thérapie crânio-sacrée, donc tout ce qui est les mouvements en fait entre le crâne et le sacrum, qui sont notamment reliés par les méninges. Et en fait, c'est un mouvement primaire qui existe, donc le MRP, le fameux MRP qui est connu en ostéopathie, c'est-à-dire qu'on arrive à ressentir un mouvement de flexion et d'extension au niveau de l'ensemble des structures de l'organisme, mu par les tissus neurologiques, par les cellules gliales, par les neurones, par le liquide céphalo-rachidien. Voilà. Et tout ça fait qu'en fait, on doit retrouver un équilibre entre le crâne et le sacrum pour que l'ensemble se fasse correctement entre les deux. Et pareil, je suis désolé, mais c'est pour que tout le monde comprenne, les méninges, est-ce que tu peux nous définir, nous préciser ce que c'est? Oui, donc les méninges, ou membranes de tension réciproque, en fait, ce sont les enveloppes qui protègent à la fois l'encéphale, donc le crâne, et la moelle épinière. Et donc, elles s'insèrent à la pointe du cerveau devant, au niveau du crâne, au niveau de la sagalie, et elles se terminent jusqu'à la pointe du coccyx. Donc, souvent, sur un traumatisme, quoi qu'il se passe, elles sont là pour la bonne circulation du liquide céphalo-rachidien qui permet de jouer un petit peu le rôle d'amortisseur autour de la moelle épinière et du cerveau. Et effectivement, un traumatisme peut entraîner une contraction au niveau de ces méninges, des fixations ostéo-articulaires au niveau du crâne et du sacrum, et du coup un moins bon fonctionnement de l'ensemble notamment du rachis. D'accord, donc du coup l'ostéopathie crânienne, tu essaies de réguler ce phénomène-là en fait. Totalement, ouais. Tu vas essayer de redonner de la mobilité au niveau déjà de tes méninges, pour pouvoir ensuite aller travailler au niveau articulaire par la suite. Et du coup, tu parlais de biodynamie, excuse-moi, ouais. Quand je t'ai Donc en fait, Sutherland, à la fin de sa vie, s'est rendu compte qu'il y avait des mouvements plus profonds de respiration primaire cette fois-ci, donc c'est assez fin, mais c'est différent, des mouvements beaucoup plus amples qui finalement étaient primaires par rapport à ces mouvements de respiration primaire. Et du coup avec des forces extérieures qui venaient, donc ça reste encore un petit peu complexe à comprendre d'un point de vue scientifique, mais on a réussi à montrer qu'effectivement il y avait des mouvements qui arrivaient et qui permettaient notamment le développement de l'embryon, et ces forces-là en fait perdurent tout au long de la vie, ce sont des forces embryologiques. Suite à des traumatismes, des agressions, des chocs, on va avoir tendance à les perdre et du coup à se retrouver avec le corps fluidique qui va être compressé, et des décompensations par la suite au niveau ostéo-articulaire et tout ce qu'on peut connaître traditionnellement. Et donc, c'est assez mal connu parce que l'ostéopathie crânienne est partie de son postulat de base et s'est beaucoup développé à partir de son postulat de base, mais lui et ses disciples voyaient les choses différemment déjà à la fin des années 40 et les années 50. Et la biodynamie, c'est ça. Et ensuite, ça a été diffusé par Becker, par plusieurs grands ostéo-américains, et notamment par Jim Gelus, qui a mis en place un modèle d'enseignement à plus grande échelle au niveau des États-Unis et également au niveau mondial. Et du coup, tu as déjà un peu dévancé ma question, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs grands courants de pensée dans l'ostéopathie. Est-ce qu'on pourrait résumer par le fait qu'il y a un courant un peu ce que moi j'appelle structurel ou ostéo-articulaire, un courant crânio-sacré et un courant biodynamique? Oui, c'est exactement ça. Alors, effectivement, il faut voir l'ostéopathie comme un tout. Il n'y a pas plusieurs formes d'ostéopathie, c'est-à-dire que l'ostéopathe va utiliser un ensemble de techniques pour viser à réguler ce qu'on appelle donc l'homéostasie. Et en fait, c'est le patient qui va nous guider et qui va nous emmener à utiliser plutôt certaines techniques par rapport à d'autres. L'ostéopathie structurelle, effectivement, c'est un petit peu celle qui a permis à l'ostéopathie d'obtenir ses lettres de noblesse, puisque c'est le fameux crack avec la réorganisation articulaire qui vise à rétablir une mobilité articulaire. Donc effectivement, ça correspond à des manipulations, mais également on va travailler sur les tissus mous environnants, capsules ligamentaires, au niveau des tendons, avec des fascias également, qui sont très à la mode en ce moment, donc ça fait partie quand même de cette ostéopathie structurelle.
pour déjà réguler au niveau articulaire et de certaines régions déjà la mobilité. Donc ça c'est le structurel. Effectivement, l'ostéopathie crânienne, bon, on en a déjà quand même pas mal parlé. L'ostéopathie biodynamique, donc ça quand même beaucoup moins connu avec tous les mouvements fluidiques plus profonds, notamment à pouvoir travailler sur les dysfonctions intra-osseuses d'origine embryologique. Également, en France, on va avoir l'ostéopathie viscérale, alors pas qu'en France, mais ostéopathie viscérale et somato-émotionnelle, donc découverte par Barral et Véchinck, deux Français, où là on va plus s'atteler à travailler sur tout le système digestif qui va permettre de relâcher les tensions, notamment au niveau articulaire, derrière au niveau lombaire, au niveau cervical, thoracique, et un meilleur fonctionnement également des organes en profondeur. Ça, les anglo-saxons sont plus sur le structurel, les américains sont plus sur le crânien, et nous à la base, c'est nous qui avons emmené le viscéral qui maintenant est reconnu mondialement aussi. D'accord. Et du coup, un ostéopathe doit avoir toutes ces techniques-là et savoir adopter tous ces courants-là. Tout à fait, ouais, tout à fait, puisque de toute façon, dans le panel de techniques que l'on apprend lors d'un cursus qui est quand même assez long, de 5 ans, on va apprendre ces différents types de techniques. Alors, moins l'ostéopathie biodynamique, parce que c'est beaucoup moins connu. Moi, je l'ai découvert un peu de manière empirique et ensuite en lisant des livres par la suite et en sentant des choses bizarres dans mes mains. Donc ça, je ne l'avais pas vu en école, mais il y a certaines écoles qui commencent à faire des approches par rapport à ça. Sinon, ostéopathie structurelle, crânienne et viscérale, en plus de toutes les techniques de l'anatomie pour la physiologie, pour réussir à bien comprendre comment fonctionne l'organisme, tout ça, on le voit dans le cursus initial, quoi. Ok. Je voulais savoir si tu retrouvais des demandes particulières pour les sportifs de bon niveau et de haut niveau par rapport à une personne lambda, même si c'est pas un terme péjoratif, hein, mais est-ce qu'il y a des demandes particulières? Oui, on a quand même des différences. Alors, effectivement, ce qu'on appelle nous communément dans le jargon le tout venant, c'est-à-dire les patients sédentaires ou les amateurs basiques, généralement quand ils viennent nous voir en consultation, alors pas dans la majorité des cas, mais souvent c'est parce qu'il y a un motif de consultation avec une problématique qui reste ancrée et qui, malgré des soins déjà plus classiques, donc traitement médicamenteux, voire des fois kiné, voire plusieurs thérapies, se retrouve toujours avec une problématique qui reste. Donc généralement c'est comme ça que la première fois on voit arriver des fois des gens dans notre cabinet d'ostéopathie. Aujourd'hui c'est de moins en moins le cas parce qu'aujourd'hui tout le monde connaît l'ostéopathie en France, quoi. À la différence des sportifs qui, eux, ont une grosse connaissance quand même de l'ostéopathie et le voient effectivement comme... Alors souvent ils vont venir quand ils vont avoir des plus petites atteintes à différents endroits, mais également ils viennent pour toute la régulation en profondeur et justement l'équilibre, notamment au niveau neurologique et somato-émotionnel, tout cet équilibre-là pour être le plus performant possible. Donc en fait, il y a un versant plus curatif dans un premier temps chez les patients lambda et là où ça va être un versant plus pour la performance chez les sportifs de haut niveau. Après, les patients lambda, une fois qu'ils ont compris ce que c'était et qu'ils se rendent compte de ce que ça pouvait leur apporter, parfois ils vont être amenés à venir consulter sans pour autant avoir d'aussi grosses demandes, ou alors vraiment très en amont par rapport au problème pour justement continuer à réguler la santé en profondeur, quoi. D'accord. Et comme je sais que tu vois pas mal de footballeurs, mais aussi pas mal de danseurs, voire de rugbyman, etc., je voulais savoir aussi s'il y avait des demandes un peu particulières par type de sport. Est-ce qu'une danseuse a les mêmes demandes qu'un footballeur ou est-ce que tu retrouves des choses similaires ou je sais pas. Alors, il y a des choses similaires, un petit peu comme là ce qu'on discutait avant, suite à un traumatisme direct, donc un phénomène d'entorse, une grosse contusion ou quoi. Donc là, on va se retrouver avec des demandes assez similaires pour essayer de digérer le problème et de redonner la mobilité et la souplesse dans la région le plus vite possible. Donc ça, c'est assez classique. Après, effectivement, suivant le sport et suivant le niveau aussi auquel il est pratiqué, même chez les footballeurs de haut niveau, on va avoir différents niveaux, hein. Les danseurs, par exemple, connaissent parfaitement leur corps et notamment leur schéma postural. Donc le moindre petit dérèglement, ils vont le ressentir dans leur posture, dans la manière de se déplacer, de se mouvoir, et ils vont du coup venir avec une attente très particulière et surtout une attente très très fine. Chez un footballeur, ça va rester quand même, ça appelle également d'autres compétences physiques et tout ça, donc ça va peut-être avoir un petit peu moins d'impact si on a quelques petits dérèglements au niveau de l'organisme. Donc effectivement, la demande peut être un petit peu différente, quoi. La demande peut être un petit peu différente, peut-être un peu plus sommaire, mais avec le temps, quand ils ont l'habitude, et notamment avec l'expérience, ils vont vouloir être régulés entre guillemets le plus possible au millimètre. Les sportifs de haut niveau, on parle souvent, ce sont des Formule 1, dont l'équilibre quand même est très fragile. La machine est vite réglée, on a vite un retentissement sur les performances, et cette sensation de mal-être physique peut vite se transformer en mal-être psychique également, et avoir une incidence importante sur la performance, quoi. Donc en fait, finalement,
chez les jeunes sportifs de haut niveau, etc., tu as aussi un rôle éducatif dans l'apprentissage de la gestion du corps humain. Totalement, ouais, totalement. Déjà en tant que kiné, parce que moi je suis kiné à la base, hein. Donc c'est vrai qu'on leur apprend énormément la prise de conscience du mouvement, de comment se déplacer, de comment prendre soin de leur corps, comment réussir à améliorer leur capacité, leur performance. Parce que comme on parle nous, voilà, c'est l'entraînement invisible. Nous on est la partie invisible du sportif sur le terrain, mais à très haut niveau, ce qui fait la différence, ce sont les détails, et c'est fondamental, quoi. C'est fondamental d'être le plus en harmonie possible avec son organisme et le plus libre possible pour être performant par la suite. D'accord. Et je voulais aborder une question qu'on t'a sûrement posée parce qu'on me la pose tout le temps. Je voulais te demander si tu pouvais définir la différence entre la kinésithérapie et l'ostéopathie, parce que j'imagine qu'on t'a posé la question. Et je voulais le voir à travers un exemple concret. Donc, je sais pas, je suis un footballeur, je me suis fait une entorse de genou. Voilà, je voulais savoir pour toi quand est-ce que devait intervenir la kiné, quand est-ce que devait venir l'ostéopathie. Est-ce qu'il y a une vraie différence voilà, je voulais savoir si tu pouvais nous préciser ça en fait. Alors, on va refaire un tout petit point d'histoire, parce qu'effectivement, il y a entre guillemets une querelle entre les ostéopathes et les kinés, mais qui n'a pas lieu d'être, normalement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se retrouve dans un système de soins où la kiné est remboursée et bien établie, l'ostéopathie est reconnue mais n'est pas remboursée. On a eu une explosion depuis une quinzaine d'années du nombre d'écoles en France et du coup du nombre d'ostéopathes formés, et aujourd'hui, on se retrouve avec une population d'ostéopathes qui est sûrement trop importante par rapport à la demande actuelle. Peut-être que ce sera le cas dans 10 ans, ce sera mieux, mais effectivement c'est compliqué. Donc ça crée des inimitiés. Alors d'un point de vue historique, l'ostéopathie est ramenée en Europe dans les années 1910-1920 par un Écossais à Londres, donc la British School of Osteopathy, Little John. Ça commence un petit peu à se diffuser dans les années 20, 30, 40, un peu en Angleterre, mais ça a du mal à prendre quand même. En France c'est pareil, il y a un médecin, la Verrazzi, qui en fait un peu dans son coin, et en fait c'est notamment un kiné qui s'appelait Jean Génie, qui lui est allé voir la Verrazzi, lui a demandé à ce qu'il lui explique vraiment, à ce qu'il lui enseigne. Ils ont commencé à créer des groupes d'études, ils ont commencé à créer une première école à Paris. Alors après, ils ont commencé à être attaqués avec des procès d'exercice illégal de la médecine. Puis il y a des ostéopathes américains qui sont venus les former, notamment en crânien. Donc Viola Fryman, McGoon, qui sont venus dans les années 60 schoolés pour les former en crânien. Ils ont encore été attaqués, ils sont allés créer une école donc, en Angleterre qui s'appelait Medstone, qui s'appelle toujours Medstone d'ailleurs. Voilà, donc c'est quand même, faut pas oublier que si l'ostéopathie a réussi à se développer quand même en France, à la base c'est grâce aux kinés qui notamment l'ont développé, parce qu'à l'époque quasiment tous les ostéopathes étaient kinés dans les années 60, 70, 80. Donc il y a ça, et nous on le voit plus, moi je continue à pratiquer en tant que kiné, très souvent opposé, mais on est plus cousin germain et très complémentaires, plutôt que totalement différents, surtout si on travaille de concert. C'est-à-dire que si on travaille en bonne intelligence, comme entre tout professionnel de santé, on va reconnaître les forces et les faiblesses de chacun et savoir s'en servir à l'instant opportun. Et justement, excuse-moi je te coupe, mais dans l'exemple de je viens de me faire mal au genou au foot, comment ça s'organise en fait? Eh bien, effectivement, la thérapie manuelle des fois du kiné peut suffire. Donc ça peut être ces fois suffisant, mais souvent on a eu un traumatisme qui s'est fait en profondeur, dans des tissus très profonds, dans l'os. Là déjà en thérapie manuelle on commence à être plus limité en kiné, et effectivement pour moi, dans ma pratique, l'ostéopathie à ce moment-là c'est un formidable starter pour réussir une rééducation derrière et un retour optimal le plus rapidement possible à très haut niveau. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on va faire en sorte que le corps réussisse à digérer ce traumatisme et ce choc. Donc normalement, notamment, ça a été montré qu'on avait 36 heures pour réussir à digérer un traumatisme sans qu'il ne laisse pas de traces à l'intérieur de l'organisme, même si on va garder une trace forcément ligamentaire, structurelle. Dans un deuxième temps, on va réharmoniser articulairement pour faire en sorte déjà que l'articulation refonctionne le plus possible dans ces fameux mouvements mineurs. À côté de ça, on a déjà le travail de kiné en parallèle qui se met en place avec tous les protocoles grecs, glace, repos, élévation, compression. Voilà, on va faire déjà tout ça. Et ensuite, on va pouvoir mettre en place, commencer à travailler sur les tissus mous gentiment et tout. Donc les deux vont pouvoir travailler de concert, l'ostéopathe et le kiné. Mais effectivement, l'ostéopathie, dans un premier temps, va permettre déjà de digérer le traumatisme en profondeur, et c'est fondamental au départ. Donc les deux sont très complémentaires, quoi. Du coup, si je peux résumer, c'est je me fais mal. Bon, je mets de la glace, je me mets au repos, etc. Je vais voir un ostéopathe qui est une sorte de starter.
je lance ma rééducation en kiné. Est-ce que je viens revoir un ostéopathe? Quand est-ce que je reviens le revoir? Pendant la rééducation ou j'attends la fin de la rééducation pour réharmoniser après? Alors effectivement, il y a deux choses, il y a le libéral et la structure de club, où on va avoir des fonctionnements différents, mais effectivement, d'abord il faut avoir une approche médicale du problème, donc effectivement on voit son médecin, on fait un bilan, une imagerie, un examen, on pose le diagnostic, on commence à la rééducation. Effectivement, le plus rapidement possible, si on peut voir l'ostéopathe, c'est l'essentiel, comme ça on va pouvoir déjà digérer le traumatisme en profondeur. Alors nous on utilise différentes techniques, d'écoute globale, faciale, biodynamique, bon, après tout ce qu'on peut faire. On continue la rééducation. Moi, généralement, je revois les patients sur des traumatismes quand même assez sévères. Si c'est en libéral, je vais les revoir toutes les, peut-être, à 3-4 semaines. C'est-à-dire, on fait le point, on va aller chercher un petit peu plus loin. Après, si on sent que tout de suite, avec une séance, on va réussir à rétablir en profondeur le traumatisme, on n'est pas obligé de se revoir 10 fois en ostéopathie. L'ostéopathe qui vous revoit toutes les semaines pour une entorse de cheville bénigne, l'ostéopathie, c'est pas ça, quoi. Ça, c'est de la kiné. On se voit 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, on va faire tout le travail de renforcement, d'étirement, de proprioception. On peut être amené à se revoir une troisième fois si on a des douleurs résiduelles, si on a une problématique qui vient se surajouter derrière, mais c'est loin d'être le cas. Après, effectivement, dans une structure de club, on va se voir quand même toutes les semaines pour faire un suivi en ostéopathie avec les soins qui ont lieu, eux, tous les jours, voire 2 fois par jour. D'accord, ok. Donc là, on a vu un petit peu l'ostéopathie un peu, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais un peu curative, et je voulais voir si pour toi, l'ostéopathie dans le sport avait aussi un rôle préventif, et si oui, quelle modalité, combien de fois par an, etc., etc. Si tu pouvais nous préciser ça. Alors, effectivement, ouais, ça va être très intéressant d'un point de vue préventif. Alors, comme tu l'as redemandé et souligné, effectivement, moi j'ai une formation notamment en posturologie. Donc, l'avantage, c'est suivant le sport dans lequel on exerce, on va avoir un schéma postural qui va être à peu près le même pour tous les sportifs, notamment suivant le sport et suivant la latéralité. Donc nous, on va s'atteler dans un premier bilan à réussir à identifier ce schéma postural et voir si on a déjà des déséquilibres à l'intérieur, si on a des rotations inversées, des choses qui vont ensuite nous perturber dans le geste fonctionnel. Donc effectivement, d'un point de vue préventif, et un peu comme on va pouvoir faire en kiné avec les massages, les étirements, le renforcement, déjà dans un premier temps d'ostéo, on va s'atteler à libérer certaines zones, à redonner de la souplesse pour que déjà le sportif puisse effectivement faire son geste avec le plus de liberté possible selon son schéma postural. Donc en prévention, c'est intéressant par rapport à ça. Important de connaître également son environnement et tous les rouages qui fonctionnent avec. Et juste, je te coupe. Au niveau modalité, tu conseilles quoi? Une fois par mois, une fois tous les 2 mois? Ouais, moi je trouve que dans ces cas-là, si effectivement on peut le faire, une fois par mois, une fois toutes les 4 à 6 semaines, c'est bien. Si Et là, tu parles pour un sportif de haut niveau, je parle pour un sportif de haut niveau. Ouais. D'accord. Et pour un sportif de, je sais pas moi, régional, etc., tu partirais sur quoi? Ben après, c'est toujours pareil, c'est aussi une question de coût financier. Donc moi, je pense que déjà, si on se fait voir, si on est vu 2 à 3 fois par an en ostéopathie, on va dire peut-être 15 jours ou 3 semaines dans le début de la saison, à la trêve, et puis à la fin de la saison, si on n'a pas eu de soucis, c'est déjà un bon suivi, quoi. C'est quand même déjà intéressant. Je rebondissais par rapport au coût. Je trouve qu'il y a pas mal de disparités dans la durée des séances chez un ostéopathe, dans le prix justement. Et je voulais savoir s'il y avait une instance un peu qui fixait des prix des temps de séance ou c'est libre, chacun fait ce qu'il veut. Alors effectivement, l'ostéopathie n'est pas reconnue par la sécurité sociale, du coup les tarifs ne sont pas réglementés. Donc aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut, donc ça peut aller de la personne qui va proposer des séances d'ostéopathie à 15 € sur Groupon, à l'ostéopathe qui s'occupait notamment de sportifs de très haut niveau de l'équipe de France, à 300-400 € la consultation, quoi. Voilà, alors effectivement, ça c'est une chose, chacun est libre de faire ce qu'il veut au niveau tarif. Après, il faut être le plus juste, moi je trouve, par rapport au patient et à la personne auquel on s'adresse aussi, quoi. Parce qu'effectivement, l'exigence ne va pas être la même quand on va soigner un footballeur de très haut niveau que quand on va soigner un patient lambda peut-être qui n'aura peut-être pas une attente aussi fine au niveau du diagnostic et au niveau du traitement. Ça c'est une chose. La durée des séances, pour ma part, moi je suis sur 45 minutes de consultation à peu près. Pour un ostéopathe qui a une certaine expérience, quand déjà on se retrouve à 30
25, 30, 35 minutes de consultation de traitement, c'est quand même déjà assez lourd parce qu'on envoie beaucoup d'informations. Le corps va devoir les retraiter derrière. Souvent, on a une remise à zéro qui doit se faire à plusieurs endroits. Une fatigue, donc déjà 30 minutes de traitement par quelqu'un qui a l'habitude, c'est déjà des séances quand même assez costauds, quoi. Voilà. Et justement, après une séance d'ostéopathie, est-ce que tu préconises un arrêt de l'activité sportive? Est-ce que ça dépend du type de séance, si tu as fait une séance préventive, une séance curative? Je voulais savoir aussi quels conseils tu donnais pendant l'arrêt sportif. Alors effectivement, juste par rapport à la prévention, on va travailler sur ce côté postural. Et également, moi j'ai beaucoup travaillé dans ces cas-là en biodynamie et au niveau somato-émotionnel, notamment pour toute la régulation du système neurovégétatif. Donc pourquoi je parle de ça avant de parler par rapport au sport, c'est que surtout ce qu'on va perturber c'est le système nerveux, mais le système nerveux qu'on ne contrôle pas consciemment, où on va avoir la régulation de la fréquence cardiaque, de la respiration, de toutes les fonctions au niveau digestif, de beaucoup de choses. Et ça, c'est un système c'est un peu comme le yin et le yang, donc orthosympathique, parasympathique. Souvent, on a un excès d'ortho. Nous, on va essayer de travailler pour réguler ensemble et redonner un équilibre global au niveau neurovégétatif. Mais des fois, cet équilibre global, il met plusieurs jours à être retrouvé. Bon, ça, c'est plus au niveau préventif. Pour les traitements, pour le sport après la séance, alors ça va dépendre effectivement. Un sportif de haut niveau qui a l'habitude d'être vu en ostéopathie peut-être 20 fois dans l'année ou quelque chose comme ça, il va beaucoup mieux accepter le traitement, il va réagir beaucoup plus vite au traitement et beaucoup plus facilement, il va le digérer beaucoup plus facilement. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être vu, après une séance, si on commence à aller chercher des choses en profondeur, ça risque de le bouger un petit peu. Donc de manière générale, on aura à peu près la même conduite, c'est-à-dire que le jour même, on ne fait rien, c'est-à-dire on fait strictement rien. Le lendemain, on peut recommencer à faire un petit peu quelques assouplissements, à la limite refaire un petit peu de vélo, des choses comme ça, donc chez un sportif normal, surtout si on a une problématique avec une douleur qui traînait. Généralement, on se laisse, le rebond inflammatoire, c'est à peu près 48-72 heures. Donc on se laisse 2 à 3 jours quand même pour laisser le corps récupérer et ensuite recommencer une activité. Donc activité en charge, ce sera peut-être à 2 jours, à J2, on va recommencer à faire un footing, à retravailler, à refaire du gainage, du renforcement, voilà, et puis après si ça va bien, on va reprendre l'activité peut-être à J3, J4. Si on a une problématique, si on est dans du travail de prévention, normalement on a plus l'habitude d'avoir des traitements de ce type-là, on peut reprendre un footing léger dès le lendemain pour une reprise de l'activité normale à J2. Ce qu'on leur conseille quand même, c'est, nous on parle, il y a le besoin de repos, mais le repos même au sens noble, c'est-à-dire que le corps a besoin de se reposer et de récupérer après ça. Donc c'est réhydratation de l'organisme pour notamment refaire passer toutes les toxines qu'on a pu libérer dans la circulation générale. Moi souvent ce que je leur conseille c'est d'aller un petit peu marcher le soir, marcher en forêt ou d'aller se libérer un petit peu l'esprit parce que quand on libère des énergies comme ça à l'intérieur du corps, souvent ça peut même perturber le sommeil pendant les 2 jours qui suivent. Donc il faut un petit peu digérer tout ça en profondeur. Et puis ensuite, derrière, on va pouvoir reprendre une activité plus importante. Mais effectivement, il ne faut pas oublier, risque de rebond inflammatoire, perturbation du schéma postural. On crée une instabilité articulaire en manipulant certaines zones. Il faut que le corps se repose. Il faut de toute façon toujours savoir s'écouter, et ça c'est vrai quelles que soient les thérapies. Et quand tu parles de rebond inflammatoire, c'est un peu ce que on ressent un peu quand ça chauffe le soir même ou le lendemain, on a l'impression qu'il y a une douleur un peu lancinante, etc. C'est ça le rebond inflammatoire? Exactement, ouais, exactement. C'est-à-dire que quand on va avoir une souffrance dans une certaine région, il va y avoir les molécules de l'inflammation qui vont être présentes tout autour. Le fait d'aller travailler cette zone, alors c'est là où l'expérience et la pratique de l'ostéopathe vont faire que ce rebond va être plus ou moins important. Le fait d'aller manipuler cette zone en direct, notamment, pour libérer cet espace, pour que ça fonctionne mieux, ça peut entraîner effectivement une augmentation de cette inflammation, qui va faire que des fois, le lendemain, le patient il va dire « Oh là là, mais j'ai encore plus mal que d'habitude, ça va pas et tout ça ». Non, c'est normal. Le corps réagit, on a stimulé une zone sur ce coup-là, le corps, lui, il est dans un fonctionnement, il dit « Moi, je suis bien comme ça, je veux pas que ça change ». Forcément, c'est pas vrai. On le stimule, il n'est pas d'accord, on laisse récupérer, et souvent, si le travail a été fait correctement, normalement, ça passe. Après, on perturbe l'équilibre neurovégétatif également, et cet équilibre a besoin de se retrouver. Nous, effectivement, quand on travaille en ostéo, moi derrière, je m'applique à énormément rééquilibrer, donc ça, je l'ai beaucoup compris après la biodynamie et tout, pour calmer au maximum, effectivement, limiter au maximum ces réactions secondaires qui sont néfastes pour l'organisme, en tout cas qui peuvent être douloureuses, quoi. Et du coup, je voulais savoir, tu as déjà un petit peu répondu, mais
L'intérêt de l'ostéopathie à l'approche d'une compétition, notamment, je prends l'exemple je sais pas moi, d'un athlète qui a un meeting, est-ce qu'il y a un intérêt de faire une séance d'ostéopathie? Et si oui, est-ce que c'est dans la semaine avant la compétition, un mois avant? Je voulais savoir comment tu procédais. Donc, écoute, alors après ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend des sportifs. Il y en a qui vont en avoir besoin, d'autres qui vont considérer qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ça peut être fait alors, à l'approche d'une grosse compétition, donc là on n'est plus dans des sports très répétitifs comme le foot par exemple, mais ça peut être par exemple chez les danseurs avant une série de spectacles qui va commencer. Donc généralement, moi ce que je propose, c'est que ce soit fait dans la semaine précédente, c'est-à-dire au moins une semaine avant, pour avoir le temps de digérer déjà le traitement avant de commencer les spectacles. Ça va permettre effectivement de retrouver une certaine liberté ostéo-articulaire de l'ensemble et se retrouver plus à l'aise sur scène ou lors de la compétition. Également un relâchement neuromusculaire, donc relâchement des tensions neuromusculaires, et par là même de la confiance également mentale, parce qu'également il y a tout un travail qu'on peut faire de visualisation mentale, du geste, d'imagerie positive pendant la pratique. Moi je travaille comme ça notamment quand je travaille en biodynamie, et ça va permettre effectivement de se redonner confiance en soi également à l'approche de la compétition, et de limiter peut-être ce stress qui peut parfois nous paralyser le jour J. Également, l'équilibration du système neurovégétatif, comme on en a parlé, ça va permettre effectivement de reposer les choses et d'arriver le plus serein et le plus tranquille possible à l'approche de la compétition. Le jour J, avec l'adrénaline, de toute façon, l'énergie viendra d'elle-même, quoi. Et du coup, l'effet de l'ostéopathie, par exemple, je viens te voir, t'estimes que on a un effet définitif, entre guillemets, au bout de quoi? Au bout d'une semaine, au bout de combien de temps? Alors, T'estimes au bout de ça combien dépend de temps? ça dépend des techniques, mais Steele disait, donc le fondateur, il disait un traitement c'est pour la vie. Donc effectivement, quand nous on travaille par exemple en biodynamie, ce qui est gagné, ça ne sera jamais perdu. Voilà. C'est-à-dire que si on est parti d'un certain point, on part d'un point zéro, alors évidemment on n'est pas à zéro, sinon on est mort, mais effectivement on va réussir à gagner par rapport à ça, et à chaque fois qu'on se verra, on potentialisera par rapport à ça. Donc ça, un traitement comme ça, c'est le plus compliqué, c'est le plus long, ça peut agir, ça peut mettre 2, 3, 4 mois à se mettre en place. Bon, ça c'est une chose, c'est compliqué. Un traitement ostéo-articulaire, on va manipuler, on va travailler l'axe sacré. Normalement, ça va se mettre en place sur une semaine à peu près, mais sachant, normalement, on conseille quand même, on dit à 3 semaines. À 3 semaines, quand on a fait un traitement comme ça, on peut se dire qu'on va arriver au bout de ce qu'on va pouvoir obtenir normalement du traitement. D'accord, donc ça veut dire que, par exemple, si je viens te voir, j'ai mal au dos, Mm. excuse-moi de le dire comme ça, mais ton efficacité, je peux l'estimer au bout de 3 semaines. Je peux me dire, bon, ben là, je vais mieux. Ah non, à 15 ans. Ok. Non, ouais, effectivement. Rapidement, de toute façon, souvent le patient, quand ça fonctionne et que voilà, souvent il va avoir cette sensation de légèreté. Donc après, il va avoir peut-être des douleurs qui vont persister, douleurs peut-être un peu plus sourdes. Ça va être, c'est pas aussi magique que ça puisse paraître. Alors, sur le moment, oui, on se sent libéré, on se sent mieux, mais ça disparaît pas comme ça du jour au lendemain. C'est l'intensité des symptômes qui vont se régresser au fur et à mesure, qui vont venir de manière moins importante, moins forte. Voilà, ça se met en place comme ça. Effectivement, normalement à 3 semaines, moi je sais que quand on travaille sur des cas un peu compliqués, on ne se revoit pas avant 3-4 semaines. Mais si on travaille par exemple au niveau postural, ça peut bouger pendant 6 semaines. Donc généralement, moi quand je travaille sur la posture avec des techniques plus avec des entrées podales, des entrées avec la mâchoire et tout ça, on attend quand même un certain temps parce que par expérience, et même sur moi, je me suis rendu compte que ça bougeait un certain temps après, quoi. Donc il faut laisser le temps au temps et il faut pas vouloir être trop pressé, quoi. Comme beaucoup de choses, il ne faut pas vouloir répéter, surrépéter, ne pas aller voir un autre confrère une semaine après pour dire ça va aller mieux et tout ça. Au contraire, ce sera peut-être plus néfaste qu'autre chose, quoi. D'accord. Et donc pour conclure, je voulais savoir si, parce que ce podcast s'adresse un peu à tout le monde, donc je voulais savoir si tu avais des conseils à donner par rapport à l'utilisation de l'ostéopathie dans le sport. Moi j'ai fait ça parce que j'aimais ça et je continue à faire ça parce que j'y crois et parce que je vois les effets que ça donne. Donc effectivement, moi si j'ai un conseil à donner aux sportifs de bon niveau qui veulent continuer à progresser et à être performants, c'est effectivement aller vers l'ostéopathie, faites-vous soigner, trouvez le thérapeute qui vous convient parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité et peut-être que moi je vais convenir à une personne mais que celle d'à côté va considérer que
je ne suis pas efficace avec lui, parce que c'est aussi une alchimie, c'est aussi une rencontre de deux personnes, hein, comme dans tout traitement. Donc voilà, et ça vous aidera à avancer, effectivement, ça vous aidera à avancer, à être plus libre et à vous sentir mieux. Et l'ostéopathie permet d'avoir effectivement une formidable ouverture sur la performance, que peut-être on sera un peu limité par d'autres techniques. Pour ça, il faut l'appréhender, il faut le tester. Comme disait le fondateur, il disait Digone, continue à creuser parce que c'est pas simple, il faut continuer à chercher. Donc c'est comme dans le sport, pour être performant, les sportifs de haut niveau, ils passent 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour à s'étirer, à manger, à s'hydrater, le sommeil, à chercher qu'est-ce qui peut les aider en plus et tout. Alors, quand on a trouvé quelque chose qui fonctionne, il ne faut pas en changer, il faut continuer dans cette voie-là, mais il faut toujours rester avec cette idée-là de se dire je vais continuer à progresser pour être le plus performant possible. Parce qu'après arrive un autre facteur limitant, c'est l'âge. Et là, l'ostéopathie va aider beaucoup pour la récupération des mobilités perdues qu'on ne retrouvera quasiment plus jamais. Et effectivement, il y a intérêt à ce que l'expérience et tout ce qu'on a mis en place nous apporte le confort nécessaire pour pouvoir durer le plus longtemps possible. Mais effectivement, pour moi, c'est fondamental d'être suivi, notamment en ostéopathie, pour être performant dans le sport de haut niveau aujourd'hui, comme dans le sport amateur, parce qu'à un moment donné, la performance, c'est le plaisir qu'on y prend aussi, pas simplement la performance physique. Ok, merci beaucoup Alex. Et bien avec grand plaisir, et puis bonne continuation à vous tous. Merci à Alexandre d'être venu nous présenter l'ostéopathie et nous expliquer un peu la place qu'elle avait dans le traitement des blessures. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les différents réseaux sociaux et à mettre une note sur les différentes plateformes d'écoute de podcast de votre choix. Si jamais vous avez des questions quant au contenu de ce podcast, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram sous le nom PhysioSkills. J'espère vous retrouver le mois prochain. À bientôt.